Bien, alors, bonjour à tout le monde. Merci d'être là, encore à 13h30 le dimanche, sous ce beau soleil de Fontainebleau. Ravi de vous accueillir au festival pour cette dernière journée. Il reste encore une après-midi bien chargée, beaucoup de choses à voir et à écouter. Et je vous remercie d'être là pour une table ronde dont le titre, vous l'avez vu, Militantisme, l'art d'éveiller les consciences, va poser les questions du musée, de l'action et des musées, de l'action dans les musées, point d'interrogation ou point, on le verra au fur et à mesure du débat. Je vous présente, nous aurons 3 intervenants. Nina qui va arriver, qui est coincée dans un bus très bondé, arrive d'ici quelques minutes. Je la présente néanmoins. Elle est artiste, photographe. Elle est également, elle nous parlera de cette partie-là de la question, membre du collectif Dernière Rénovation, avec lequel elle a mené plusieurs actions de sensibilisation au réchauffement climatique et à la nécessité d'engager une politique de restauration des bâtiments. À côté d'elle, vous trouverez, et se trouve déjà ici, Anaïs Rush, qui est initiatrice du projet Culture au Shift Project, qui est chargé de développement international pour... Non, c'était pas... Pour chargé de développement international pour Aware, ça c'est bon. Non, ça c'est pas bon non plus. Pardon. Ça c'est fini, excusez-moi. Qui a été chargé de développement international pour Aware et qui est surtout doctorante à l'heure actuelle, qui fait sa thèse, dont sa thèse est, je cite le titre, Artiste femme dans l'Anthropocène, stratégie de contre-visibilité, de transformation territoriale émancipatrice pour une culture non extractiviste. À côté d'elle se trouve M. Emmanuel Thiblou, directeur de l'École nationale supérieure des arts décoratifs rue d'Ulm à Paris. Avant cela, qui fut directeur de l'École supérieure des beaux-arts de Lyon, de l'École supérieure d'art et de design de Saint-Étienne ou de l'Institut français de Bilbao, qui s'intéresse également fortement aux questions liant culture et nature. Et précisément, alors je me permets de vous révéler un peu les coulisses de la construction et du festival et de la construction de cet événement. Le festival se construit sur le thème du climat depuis avant le festival de 2022. Nous réfléchissons à ces questions. Le thème a été décidé bien en amont. Et lorsque est arrivé, disons à l'automne, finalement, c'était à peu près ça, octobre, novembre, décembre, une sorte de pic médiatique et de pic d'action des militants dans les musées, nous nous sommes dit qu'il était nécessaire de ne pas mettre les questions sous le tapis et de poser ces questions et d'en débattre ensemble et d'en débattre avec vous qui êtes présentes et présents aujourd'hui. Donc on a construit cette table ronde qu'on va vous proposer et on va pendant une petite heure et on sera ravis de discuter avec vous et de vous laisser la parole pendant la demi-heure suivante. Alors, l'une des questions qu'on s'est posées notamment sur cette question et qui nous a semblé intéressante à poser et à reposer ici, a été ce qui nous a semblé une sorte dans les actions militantes qui ont été menées l'automne dernier, qui continuent d'être menées, mais avec un écho médiatique plus faible, très clairement, en tout cas depuis janvier, une sorte de retournement, et qui n'était pas simplement uniquement du fait des militants, mais qui est aussi dans les discussions qu'on a pu avoir, que j'ai pu avoir personnellement, que l'on a pu avoir avec des gens de notre entourage, une sorte de retournement du paradigme qui existe depuis, on va dire, depuis le début de la Renaissance, à savoir de l'art qui est en capacité de reproduire la nature. Et si on prend, et je ne vous embêterai pas avec ça longtemps, si on prend les traités de Léonard de Vinci, si on prend les propos de certains artistes, de faire même mieux que la nature, d'engager ensuite au XVIIe siècle, avec la théorie des genres, une sorte de supériorité de la, on va dire, très grand trait de la culture par rapport à la nature. Ce qui nous a semblé intéressant de poser, enfin en tout cas de questionner, et ce qui était questionné à notre sens dans
dans ces actions, c'était justement ce paradigme-là, cette sorte de hiérarchisation intemporelle et immuable de la culture par rapport à la nature, et qu'il semblait que les militants, et avec eux un certain nombre de personnes, semblaient non pas remettre en cause, non pas vouloir réinstaurer une hiérarchie de la nature qui serait supérieure à la culture, mais en tout cas de questionner cette hiérarchie première. Donc c'est aussi ce qui nous a poussé à nous poser ces questions. Voilà un petit peu le point et le background de notre réflexion. Donc, les questions qui se posaient, et on a tous vu, notamment celle qui a sans doute fait le plus de bruit, le plus d'images dans les actions militantes, était l'action des 2 militants de Just Stop Oil à la National Gallery de Londres. Et justement, le point d'entrée de ce débat sera justement ce qu'il y avait sur leur t-shirt d'inscrit, à savoir Just Stop Oil et la question fossile finalement. Qu'est-ce qui a déclenché, peut expliquer, légitimer, point d'interrogation, les actions militantes au sein des musées, le pourquoi finalement général. Et donc, on va se poser dans un premier temps peut-être la question, et je vais directement céder la parole à Anaïs, la question, on va faire très rapidement, la question des énergies fossiles et de la question du climat, mais aussi des énergies fossiles dans le monde des musées. Donc le lien entre énergie fossile et climat, c'est ça pour... On peut commencer effectivement par faire un petit point là-dessus. Juste pour effectivement reposer un petit peu le cadre, on est passé il y a 200 ans d'un système qui fonctionnait sur des énergies renouvelables principalement, c'est-à-dire le vent, l'eau, le soleil, pour passer au moment de la révolution industrielle à un système de plus en plus dépendant d'énergie fossiles, qu'on dit non renouvelables. Alors on les appelle énergies fossiles parce qu'elles sont issues de la décomposition de matières vivantes, que ce soit des champignons, des bactéries, des végétaux, etc. Et on dit qu'elles sont non renouvelables, en tout cas à l'échelle de la vie humaine sur Terre, parce qu'il faut des centaines de millions d'années pour que cette matière se transforme en énergie fossile, que sont donc le pétrole, le charbon et le gaz. Et donc parmi ces énergies, en fait, c'est vraiment le pétrole qui a été qui a permis en fait cette croissance de cette société thermo-industrielle, parce que il sert non seulement pour les transports, donc en combustion, mais il sert en fait à énormément de choses dont a besoin l'industrie. C'est-à-dire, en fait, on se sert du pétrole pour fabriquer des vêtements, dans notre alimentation à travers la mécanisation de l'agriculture, la production d'engrais. On retrouve du pétrole dans les médicaments, dans les cosmétiques, etc., tous les objets plastiques qui nous entourent. Donc c'est cette malléabilité de cette matière qui fait qu'on l'a vraiment surexploitée. Et aujourd'hui, on se retrouve face donc, à un double problème, puisque c'est une énergie non renouvelable. Il y a une raréfaction des ressources qui met en péril la continuité de toutes ces activités-là que je viens de décrire de production. Et le deuxième point, c'est évidemment la responsabilité de la combustion de ces énergies fossiles dans le réchauffement climatique. Puisque quand on analyse les courbes de hausse des températures et celles de la hausse de la consommation de ces énergies, il y a une corrélation qui est extrêmement évidente entre les deux, qui nous amène aujourd'hui à déjà être à plus 1,1 degré environ par rapport aux températures d'avant la révolution industrielle. Donc on est déjà extrêmement avancé. Les accords de Paris ont fixé une limite à 1,5 degré qui est la limite, on va dire, acceptable par rapport à l'impact de ce réchauffement climatique en termes de viabilité, d'habitabilité sur Terre, de difficulté d'accès aux ressources, que ce soit en eau, en nourriture, et donc in fine finalement à toutes les... c'est une mise en péril aussi de la paix sur Terre. Et aujourd'hui on est plutôt sur des trajectoires de 3 à 4, voire plus. Et donc ce que défendent notamment donc, les militants climat, dont Nina nous parlera notamment dernière rénovation, c'est que en fait, si on veut vraiment respecter
pour de vrai, on va dire, les accords de Paris, et donc rester en dessous des 1,5 degrés qu'on est déjà en train de dépasser, il faudrait laisser 60% du pétrole et du gaz et 90% du charbon qui sont encore sous terre, les laisser sous terre, c'est-à-dire ne pas continuer à extraire ces énergies fossiles-là. Voilà pour un peu le cadre. Je ne sais pas si... Non, absolument. Je vais vous laisser. Je pense qu'il doit... oui. Merci. Je vais enchaîner sur ce que disait Anaïs, qui a commencé par rappeler la dimension historique de cette affaire. Et puisque nous sommes à un festival d'histoire de l'art, il me semble important de séjourner un petit peu dans cette dimension historique. Séjour auquel nous invitent en fait les militants éco-activistes qui sont intervenus dans les musées, dans la mesure où ils s'inscrivent eux-mêmes, et c'est l'un des intérêts que j'ai vu, moi, dans cette série d'actions, c'est de faire revenir aujourd'hui une histoire, de s'inscrire dans une histoire qui est en somme l'histoire de la modernité, dont Anaïs a évoqué un volet, qui est le volet industriel, avec un des aspects, un des volets de la modernité, c'est la modernité industrielle, telle qu'on peut situer son origine dans la première moitié, au milieu du XIXe siècle, avec la révolution industrielle. Et puis, il y a un autre aspect de cette modernité, qui est la modernité politique, c'est-à-dire la mise en place d'un régime politique qui est celui de la démocratie parlementaire, dont on peut situer là l'origine avec la Révolution française, la fin du XVIIIe siècle. Et puis, il y a un troisième volet, qui est la modernité artistique, là qu'on peut dater plutôt de la deuxième partie du XIXe siècle, et qui est ce volet qui est celui d'une espèce d'autonomisation de la sphère de la représentation. Mais ce qui est important, c'est que cette modernité, elle s'inscrit elle-même dans une histoire que vous avez rappelé, qui passe aussi par Descartes, c'est-à-dire l'idée d'un être humain maître et possesseur de la nature, et avec l'affirmation de ce partage et de cette hiérarchie qui se met en place entre culture et nature. Et avec un régime qui est en fait un régime de la séparation ou un régime de l'exception, l'être humain se séparant ou s'exceptant du reste du vivant. Et ce qui me semble est l'œuvre d'art et le régime plus largement de la représentation étant une forme de ce régime de la séparation. Le symbolique n'est pas le réel, la carte n'est pas le territoire, le mot chien n'aboie pas, etc. Il y a les signes, les symboles, les figures, les représentations, et puis il y a le réel, le référent, et ce régime de la séparation, il est structurant dans notre rapport au monde. Et le musée est l'un des lieux, l'un des temples de ce régime de la séparation, où se trouvent rassemblés les chefs-d'œuvre de l'humanité, c'est-à-dire ce que l'humanité a produit de plus élevé dans l'ordre du régime symbolique de la séparation, et qui sont ces chefs-d'œuvre étant tout à fait le disjoint de la nature. Et ce qui m'a semblé extrêmement intéressant dans ce geste, ça a été dans ce geste qu'ont accompli les éco-activistes en intervenant comme ça sur les tableaux, en faisant saillir ou revenir le réel dans le régime symbolique de la représentation. C'était de mettre en question en fait ce régime de la séparation dont nous constatons qu'aujourd'hui, il n'est plus tenable, qu'il est extrêmement périlleux et qu'il mène l'humanité à sa perte. Et un tout dernier mot, ce qui me semblait assez passionnant là-dedans, c'est qu'il faisait revenir aussi
un certain nombre de penseurs, de poètes, contemporains ou d'artistes, qui, contemporains de l'avènement de la modernité sous ses 3 volets politiques, industriels et esthétique, se sont engagés dans une forme de critique de la modernité. Et c'est notamment tout ce qu'on a pu appeler le romantisme. C'est aussi une grande figure des arts décoratifs comme William Morris, c'est-à-dire un certain nombre de personnes qui, contemporains de la modernité, s'engagent dans une forme de critique de la modernité, comme s'ils assistaient un peu en direct aux prémices de la dévastation écologique qui va être instituée, engagée par la modernité. Merci à tous les deux de cette base et scientifique qu'il nous fallait et encore plus historique. Et pour revenir aux actions qui ont été menées, justement on parlait d'énergie fossile, finalement vous posez, Nina est arrivée avec nous, se pose la question de la place de ces énergies fossiles dans une économie de la culture, une économie des musées également, en termes de mécénat, en termes d'argent donné. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, effectivement, en fait, il y a c'est ce système-là basé sur l'extraction des énergies fossiles qui a permis l'émergence de l'art contemporain. C'est notamment l'historienne de l'art Béatrice Joyeux-Prunel qui le rappelle, via le mécénat, comme tu l'indiquais, la multiplication des musées, des galeries, des collectionneurs. Avec un exemple, on va dire, le plus connu, c'est avec la Standard Oil Company des Rockefeller. Les Rockefeller qui ont créé le MoMA en 29, qui se sont intéressés assez tôt justement à ces questions d'art, et notamment au Mexique, par les intérêts pétroliers qu'ils avaient là-bas, dans une jeune république très indépendantiste après la Révolution de 1917, où on connaît le rôle des muralistes dans l'éducation politique dans ce pays. Donc, on connaît la suite de l'histoire avec l'invitation de Diego de Rivera à New York, mais ce sont aussi les Rockefeller, par exemple, qui ont acheté le pavillon américain à la Biennale de Venise en 1954. Donc, moi, je peux citer d'autres, Calouste Gulbenkian, les Getty, etc. Ce sont en fait des fortunes qui se sont constituées sur l'extraction du pétrole et qui ensuite ont financé et développé l'écosystème de l'art tel qu'on le connaît en fait aujourd'hui. Donc, il y a un lien très direct et un lien qui a été critiqué déjà au début des années 2000 à Londres notamment, et qui s'est intensifié en fait avec la création du mouvement Liberate Tate de 2010 à 2017, qui avait justement vocation à extirper les institutions culturelles du financement par les industries extractivistes, dans une idée en fait finalement de récupérer ce patrimoine, de le remettre dans un espace de bien commun et public. Ils ont mené un certain nombre d'actions qui ont été finalement efficaces, puisqu'elles ont mené à la dissolution du collectif une fois que la Tate a cessé en fait en 2017 d'accepter le mécénat de British Petroleum. Avec un certain nombre d'exemples et des pratiques militantes justement qui sont très intéressantes, puisque en fait donc c'est un collectif d'artistes qui a, et on retrouverait un peu ces caractéristiques-là dans les profils militants, dont d'ailleurs Nina témoigne en personne, sur la proximité en fait de ces militants écologistes et climatiques avec le monde de l'art, puisqu'ils en maîtrisent les codes. Et donc Liberate Tate, en fait, les artistes ont réutilisé vraiment tous les codes des musées, avec par exemple au moment d'une exposition sur Rodin en 2011, quelque chose comme ça, je crois, et ils ont fait une performance, Human Cost, en fait, qui reprenait, on avait un corps nu couché comme ça en position fétale. Donc c'était une performance où d'autres personnes vêtues de noir avec des arrosoirs où il y avait écrit British Petroleum versaient en fait un liquide noir sur cette personne-là, qui représentait en fait une sculpture pour vraiment dénoncer
directement en quoi ces industries extractivistes salissent en fait notre patrimoine à toutes et tous. Il y a un autre exemple très intéressant qui montre vraiment la maîtrise des codes et la connaissance de ce milieu-là avec The Gift, qui était une performance où les artistes ont ramené une pale d'éolienne de 16 mètres de long dans la Turbine Hall et ont joué sur comment s'appelle, le Museum Gallery Act de 92, enfin un texte en fait qui rend obligatoire l'évaluation de tout don fait à un musée par le conseil d'administration du musée pour évaluer si oui ou non le don rentre dans les collections. Et donc ils ont joué là-dessus, puisqu'évidemment dans le board de la Tate étaient des membres de British Petroleum en tant que mécènes, et donc ils ont été obligés d'évaluer cet objet, ce don qui finalement a intégré les collections. Donc voilà, il y a des pratiques extrêmement intéressantes dont hérite, même si ce que fait Dernière Rénovation, le collectif international A22, tu reviendras dessus, se distingue. Mais il y a cet héritage récent militant qui porte ses fruits. Donc Liberate Tate n'existe plus, mais il y a Just Stop Oil, Art and Not Oil, je crois, qui est donc une coalition de différents collectifs qui continuent ces activités, qui se sont étendues. Il y a beaucoup d'institutions en fait au Royaume-Uni, dans le milieu du théâtre, le Festival d'Édimbourg, la Shakespeare Company, la National Portrait Gallery, le musée Van Gogh à Amsterdam, le musée d'histoire naturelle à New York, qui, face à ces pressions-là, ont cessé de se faire financer par les industries extractivistes. À la différence du Louvre en France, je ne sais pas si je développe ça, mais on pourra en revenir. On pourra en parler. Merci. Et effectivement, on s'aperçoit l'exemple que tu as cité, Liberate Tate, montre que c'est quelque chose qui, dans un environnement anglo-saxon, est très présent depuis quelques années. Or, on avait eu la sensation que les actions menées à l'automne dernier ont eu un éclat médiatique. Justement, passons d'un pourquoi lié aux énergies fossiles à un pourquoi plus personnel, plus personnel, Nina, sur la question justement de ces formes d'action non violentes, ce qui peut-être t'a poussé en tant que citoyenne et artiste, puisque tu es diplômée d'école d'art, tu es artiste, sur la question de ton travail artistique et de ta possibilité de continuer à travailler ton art et le militantisme à côté, ou l'un puis l'autre, ou l'un et l'autre. Merci. Oui, donc je suis photographe plasticienne. J'ai été diplômée en 2020 de l'école des Gobelins à Paris. Et je faisais un travail plasticien autour de la nature et de l'écologie en général. Enfin, je parlais de ces sujets-là dans mon travail, sauf que je me sentais déjà invisibilisée par les institutions qui décident de mettre en avant certains projets au lieu d'autres. Et bien que je faisais mon travail en tant qu'artiste et de m'exprimer sur ces sujets-là, c'était ma redevabilité de le faire. Je n'avais pas fait mon travail en tant que citoyenne de me lever et de dire que je n'étais pas d'accord avec ce qui était en train de se passer et que j'avais besoin de rentrer en forme d'action. Mon travail j'ai beaucoup utilisé mon corps dans mon travail, j'ai fait beaucoup d'autoportraits, c'était mon matériau principal. Et au lieu de figer ce corps dans une image, sur un support, je me suis dit, mais pourquoi pas utiliser ce corps pour faire front aux horreurs qui sont en train de se passer et à ce gouvernement qui nous mène droit vers la mort en ne menant pas les actions à hauteur de ce qu'il devrait faire, comparé à l'urgence qui nous attend. Et donc j'ai décidé d'utiliser ma personne et de rentrer en résistance civile, d'abord à travers des actions de blocage de route, de m'interposer physiquement, me poser sur une route et dire je ne suis pas d'accord avec ce qui vient de se passer. Et petit à petit, je suis montée un peu plus en radicalité, on peut dire, mais toujours dans la non-violence, où j'ai interrompu la cérémonie des Césars le 24 février dernier, en montant sur scène et en disant que je voulais pas voir ce monde disparaître et voir ce monde. Et nous allons droit vers un monde où l'art n'aura peut-être plus sa place
Et j'ai envie parce que j'aime l'art, parce que j'aime les personnes, parce que j'aime l'humanité, parce que j'aime tout ce que l'art représente, j'ai envie qu'à travers ces actes-là, qu'on puisse garder un monde vivable pour demain. Merci. Et tu es diplômé des Gobelins, sorti d'une école d'art prestigieuse à Paris. La liaison se fait assez facilement, Emmanuel Thiblou, sur vous en tant que directeur d'une école d'art, non pas les échos, mais les retours de vos étudiants qui remontent, quels sont-ils et comment on les gère aussi à l'intérieur d'une école d'art. Enfin, non pas les gérer, mais comment on les prend en compte dans une école comme l'ENSAD. L'école d'art, c'est un lieu qui est quand même aux avant-postes des grandes transformations sociales et des grandes forces de transformation. À la fois parce que une école d'art, c'est une école, c'est-à-dire c'est le lieu où l'on rassemble la jeunesse à un moment qui est toujours un moment décisif. Et si l'école, institutionnellement, elle a vocation à former les jeunes gens qu'elle accueille, c'est un lieu aussi où les anciennes générations sont formées ou transformées par la jeunesse qu'elle accueille, a fortiori dans le moment que nous traversons. Donc une école, elle a vocation à être en prise sur ces changements, comme toute école, et puis une école d'art encore plus, parce qu'elle vise à former des artistes, c'est-à-dire des auteurs de représentation, de nouvelles formes de représentation pour de nouvelles formes de vie. Donc l'école d'art, elle est vraiment traversée par les grandes forces de transformation. Aujourd'hui, on peut en distinguer trois grandes. Vous avez toute la force féministe et qui, au-delà, questionne notamment toutes les questions de genre et la polarisation de genre et tout ce qui est de l'ordre de la relation hétéronormée, etc. Vous avez une deuxième force qui est la force qu'on peut qualifier de postcoloniale ou décoloniale, qui va en tout cas mettre en question ce qu'on peut appeler la persistance des régimes de colonialité dans le monde contemporain. Et puis vous avez une troisième force qui est la force écologique, qui est portée par la jeunesse, portée par les étudiantes et les étudiants, avec des formes, donc ce qu'on appelle l'intersectionnalité des luttes, ou en tout cas des formes de convergence variables entre ces trois forces. Et donc moi, ça fait maintenant assez longtemps, je crois que ça fait 17 ans que je dirige des écoles d'art, et je me suis très engagé aussi au plan national, au plan politique, en présidant pendant assez longtemps l'association nationale des écoles d'art, parce que je considère que l'école d'art, elle a vocation à être aux avant-postes et à être exemplaire dans sa conduite. Et il y a énormément de travail à faire en termes de transformation institutionnelle, et on y reviendra. Mais ce qui m'a intéressé aussi dans ces actions qui étaient au cœur de l'institution, c'est comment la radicalité en fait conduit l'institution à se transformer. C'est-à-dire cette espèce de dialectique, si vous voulez, entre l'institution et l'action radicale. Sachant que, pour être très clair, moi j'assume pleinement d'être directeur d'une institution, donc je ne suis pas, moi, dans la radicalité. En revanche, il me semble qu'il faut accueillir la radicalité pour transformer l'institution. Et sur ce sujet, donc nous, on a été la première école, par exemple, à se doter d'un plan de transition qu'on appelle maintenant un plan de transformation écologique. Ça aussi, peut-être cette question de vocabulaire entre transition, transformation, c'est quelque chose sur quoi on pourra se revenir. Et voilà. Et ça n'est pas simple, ça demande énormément de formation, ça demande une espèce d'intelligence aussi, et je dirais, ce qui est compliqué, c'est d'articuler, de combiner le volontarisme, la volonté de changer, pour reprendre le titre d'un livre assez formidable. Donc combiner la volonté de changer et en même temps la nécessité de tenir compte des lenteurs, des différences de génération, des différences de représentation, de ne pas transformer l'école en tribunal, éviter toutes les formes de procès, mais en même temps
être toujours dans la dynamique. Et donc c'est un sujet qu'on porte beaucoup à l'école et qu'on va pouvoir porter au plan national, puisqu'on m'a proposé de prendre en charge l'élaboration d'un référentiel carbone pour les écoles d'art nationales, pour les autres écoles. Merci. Je voulais peut-être juste compléter. C'est intéressant ce que tu dis par rapport à l'école et par rapport à l'institution et les formes plus militantes d'engagement. En fait, c'est ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton et qui est sur la question de la viabilité politique d'une idée. Et donc, c'est-à-dire plus une idée se trouve à l'intérieur de cette fenêtre, plus elle est viable. Et l'idée, en fait, justement, des actions comme Dernière Innovation, des actions militantes, c'est d'élargir ou de faire bouger cette fenêtre, c'est-à-dire qui va de l'impensable au radical, au populaire, jusqu'à la transformation en politique publique d'une idée. Et donc ça fait partie des stratégies et beaucoup de militants le montrent et le disent, c'est-à-dire qu'il faut en fait une multiplicité. Donc déjà qu'une action isolée ne conduit pas à la transformation, qu'il faut des fonctionnements en réseau avec une multiplicité d'actions un peu rhizomatiques à différents endroits qui, ensemble, vont permettre en fait le changement sociétal qu'on espère. Et justement, la question de la recevabilité de ces actions, de ces actes, Nina, parce que finalement, quand on pose la question, on est toujours, qu'elle soit médiatique, qu'elle soit les personnes qui ne sont pas militants, toujours extérieures. Quels ont été les retours positifs et négatifs, bien sûr, qui t'ont, à toi ou dans Dernière Innovation, t'ont été faits, les arguments pour, les arguments contre, quels ont été-ils? Et je peux déjà commencer par dire que, initialement, les premières actions que j'ai vues de peinturlurage ou de balancement de gâteaux sur des vitres qui protéger des œuvres, j'étais pas forcément pour. Je comprenais pas le lien, je trouvais ça agressif. Et le premier qui m'avait marqué, c'était celui de la Joconde l'année dernière, au printemps dernier. Et j'avais eu une réaction émotionnelle un peu forte parce que c'était quand même la Joconde couverte de gâteaux et je n'avais pas cherché à essayer de comprendre. Et une fois que j'ai fait le lien entre notre manière de sacraliser l'art et notre manière justement de ne pas forcément réfléchir à ce qui va nous arriver demain si on ne rentre pas en action dès maintenant et qu'on n'instaure pas un rapport de force pour obtenir les mesures qui vont nous sauver. Mais une fois que j'ai compris qu'on avait besoin de créer une forme de perturbation qui soit répétée avec le moins de risques pour l'œuvre possible, je me suis dit que c'était une stratégie qui était bonne. Et donc j'entends parfaitement le fait que des personnes puissent être choquées ou indignées par ces actes-là parce que justement on vient toucher à une forme de sensibilité. Quand on aime l'art, c'est qu'on aime la vie, c'est qu'on aime la beauté. Et c'est normal qu'on puisse être heurté par ça. Et, par contre, il faut toujours se rappeler qu'on n'agit que sur des œuvres qui sont protégées par une vitre ou sur des... Nous, on a fait une action sur la statue de Charles Ray devant la Bourse du Commerce à Paris. On a mis de la peinture à l'eau et en fait, on a décidé d'agir sur cette sculpture-là parce que justement, elle était en extérieur, elle était habituée aux intempéries, aux touristes qui viennent la caresser et on savait bien qu'avec que ça partirait facilement. Donc, l'idée, c'est de minimiser le risque avec un impact émotionnel, un peu un impact de choc pour... Donc, on a des personnes qui sont pour et qui comprennent très bien notre mode d'action et on en a beaucoup aussi qui ne comprennent pas forcément déjà le lien entre écologie et nos types d'actions, qui sont des actions de résistance civile, donc pas forcément en lien avec la loi qu'on essaie ou la mesure qu'on essaie de faire passer. Mais en tout cas, on voit du côté juridique que la répression monte contre les activistes écologiques qui mènent ce genre d'action. Alors justement, tu parlais de votre action sur la sculpture de Charles Ray qui, pour celles et ceux qui sont parisiens, qui est à l'entrée de ce nouveau musée privé qui est la Bourse de Commerce, dont je pense que vous avez nettement moins entendu parler que des autres actions qui ont été menées, dans des musées
plus traditionnelle. Et cette action-là soulève, et je vous dirai ce que vous en pensez tous les trois, quand même une forme de contradiction dans certaines institutions, notamment celle-ci en particulier, puisqu'on a en ce moment une exposition qui est avancée comme une exposition d'une artiste écologique à dimension écologique, à message écologique à l'intérieur de la Bourse de commerce. Votre action qui a été faite, et là, tu as avancé les arguments du choix de cette action, à savoir une sculpture qui est effectivement soumise aux aléas climatiques, soumise aux aléas météorologiques, soumise aux aléas des mains des gens qui la touchent, et qu'il y a déjà même quelqu'un qui est monté dessus aussi. Et finalement, donc en préparation de ce dialogue, tu me disais que vous avez été poursuivi pour cette action. Donc on a une institution qui avance une exposition écologique et qui, en revanche, vous poursuit pour un mode d'action dont le message est autant écologique que le message qui est donné à l'intérieur. Donc c'était une contradiction sur ce point-là qui me semblait intéressante à soulever et qui permettait d'entrer dans une forme de... dans un nouveau, peut-être un troisième thème de notre discussion, qui était la question effectivement de l'action dans les musées. On en a beaucoup parlé pendant le festival ces 3 derniers jours, cette question des musées, non plus simplement, ils le sont, comme lieu d'appréciation intellectuelle et esthétique, ce qu'ils sont, ce qu'ils doivent rester, mais aussi comme lieu de société, comme lieu d'action et lieu de débat et lieu de société, ce qui a été par exemple mené, on peut penser au Centre Pompidou, il y avait un grand forum au Centre Pompidou sur le climat qui avait été organisé. Là, c'est organisé par le musée. Quand l'action fait irruption dans le musée, elle est présente aussi. Alors je vais juste, parce que j'avais une discussion et je me permets, il y avait voir aussi ce que ça fait au musée, et après on revient sur la question de l'action. J'avais une discussion sur le fait que comment les musées se préparent maintenant et commencent à engendrer des changements sur la question de, par exemple, tout bêtement, d'acheter tous les solvants possibles. Lorsque des militants se collent la main au mur avec une colle, il faut trouver le solvant. Enfin, voilà, un entraînement de dépenses qui sont réelles et qui sont présentes. Je pose là, les éléments là. Donc, effectivement, faire entrer l'action dans les musées fait aussi des choses au musée qui, en contrepoint, s'adaptent et a des adaptations plus ou moins forcées et plus ou moins voulues. Mais sur cette question, peut-être Emmanuel Thiblou, sur la question de l'action qui revient dans les musées ou qui revient dans l'histoire de l'art, finalement, les deux, puisqu'on est dans une discipline qui semble comme ça un petit peu en dehors, un petit peu éthérée, la faire revenir au plus près de la vie, au plus près des problématiques contemporaines. Est-ce que ça engage ? Oui, alors vous citiez le Beaubourg, mais Beaubourg c'est pas juste un musée. Enfin, le Beaubourg c'est une façon aussi de renouer avec finalement ce qui est le premier le musée et qui n'est pas autosuffisant puisqu'il est accolé à une bibliothèque. Hein. C'est le musée et la bibliothèque d'Alexandrie. Donc vous avez quand même, en tout cas cette première grande forme historique du musée, l'idée qu'il va être articulé à la bibliothèque, c'est-à-dire à d'autres types de savoirs. Mais pour répondre de façon un peu provocante, je dirais que les musées devraient remercier les activistes, puisque les activistes ont permis d'actualiser le potentiel du musée, c'est-à-dire qu'ils ont permis de transformer enfin les musées en une agora, en un théâtre de la société, en faisant entrer dans le musée le grand débat, la grande question de notre temps. De façon certes un peu radicale, un peu audacieuse, ils ne sont pas entrés par la porte, enfin si, ils sont entrés par la porte, mais ils sont entrés de façon un peu brutale, mais d'une certaine manière, les musées doivent être redevables aux activistes que de leur
avoir permis en fait de devenir des musées du XXIe siècle. Et du reste, si vous lisez la nouvelle définition que l'ICOM, qui est l'Institut international des musées, a proposée du musée, eh bien vous verrez que cette nouvelle définition intègre très très fortement ces questions de société, ces questions de débat, ces questions d'inclusivité, et d'une certaine manière, en forçant le musée, les activistes ont rendu le musée ou ont permis au musée de franchir un palier. Ça me semble extrêmement important, c'est-à-dire que le musée soit rendu au réel. Vous savez que c'est la fameuse définition que Guy Debord donne de ce qu'il appelle la société du spectacle. Je crois que c'est la première formule de la société du spectacle, c'est tout ce qui était directement vécu s'est éloigné dans une représentation. Et donc il y a un enjeu aujourd'hui majeur qui est de reconnexion avec, la tour dirait le terrestre, mais de reconnexion quand même avec le réel, qui passe par une espèce de forçage de la représentation. Et c'est ça qui me semble encore une fois extrêmement intéressant dans ce geste, c'est qu'il accomplit précisément ce forçage de la représentation, et donc c'est un geste qui est évidemment un geste régressif à tous les égards, parce que les activistes se conduisent comme des sales gosses. Ils font tout ce qu'il ne faut pas faire. Il ne faut pas toucher les œuvres, ils touchent, il faut juste les regarder. Ils balancent de la soupe dessus, ils collent leurs mains, littéralement. Bref, ils font n'importe quoi. C'est hyper régressif dans la mesure où là, où il y a un tableau de paysage, ils font comme s'il y avait un paysage réel. Mais cette dimension régressive, pour moi, elle est méthodologique. Cette dimension régressive, elle est exactement le geste qu'il faut faire à partir du moment où le progrès, où tout l'imaginaire du progrès et de la modernité nous envoie dans le mur. Donc ça veut dire que ce sont les gens qui sont dans le progrès qui en fait sont réellement régressifs parce qu'ils conduisent une politique de la dévastation. Et c'est, si vous voulez, en étant méthodiquement le régressif, que vous êtes réellement le progressiste, c'est-à-dire que vous allez réellement vers l'invention de nouvelles formes de vie qui soient des formes de vie réellement viables. Oui, un exemple aussi de comment tout ça fait bouger les musées de l'intérieur, parce que évidemment ça les fait un peu réfléchir quand même. C'est par exemple ce qui s'est passé donc au musée Léopold de Vienne. Donc il y a eu une de ces actions du réseau international A22 qui a lancé du liquide noir sur la vitre d'une œuvre de Klimt pour dénoncer en fait le mécénat par un pétrolier autrichien de mécénat du musée. Et en fait c'est intéressant parce que finalement le musée a réagi en faisant une exposition. Alors je suis les conservateurs concentrés dans la salle, j'aimerais bien avoir votre avis. Une exposition où en fait ils ont choisi un certain nombre d'œuvres représentant des paysages, un peu dans cette même logique que ce qu'ont fait les militants et militantes, prenant des paysages en fait qui sont menacés par le changement climatique et les ont exposés penchés et ont appelé l'exposition quelques degrés de plus. Voilà. Moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, ça m'a fait rire, pour vraiment être très honnête, parce que je m'interroge vraiment sur... on est quand même, dans les actions militantes, sur une recherche d'efficacité. Je me demande quelle tranquillité va venir perturber le fait de juste faire un peu comme ça devant un tableau, ce qu'on fait d'ailleurs assez naturellement quand on regarde un tableau. Et qu'est-ce que ça change vraiment? Qu'est-ce que ça génère en nous d'émotions, d'envie d'agir? Donc il y a une réponse, mais une réponse où on est justement dans cet esprit de ça ne touche à rien, on garde le contrôle, etc. Et ça m'a aussi fait sourire parce que finalement, quelques mois auparavant, il y avait ce qui était sorti dans la presse qui faisait un peu rigoler tout le monde, que pendant plus de 70 ans, il y avait un tableau de Mondrian qui était exposé à l'envers, ça n'avait dérangé personne. Et là, je me dis, bon, un tableau qui est penché de quelques degrés, est-ce que ça va vraiment déranger les gens? Mais voilà, il y a eu ce genre de réponse très, très timide. Et à côté, effectivement, une plainte aussi du musée sur la hausse des coûts qu'avait de conservation préventive qu'avaient généré ces actions militantes dans les musées, et notamment le fait que les assurances ont aussi augmenté par rapport à ça. Je sais pas, je crois qu'on prendra les
les paroles, les questions à la fin, mais on va peut-être... Pas loin. Non, on n'est pas... Est-ce qu'on fait une petite série de questions? On peut faire. Est-ce que Nina, tu voulais réagir je pense alors peut-être juste avant d'engager les questions, est-ce que, j'allais dire, l'identification de groupe comme Dernière Rénovation est maintenant claire? Enfin, je veux dire, on sait que fait Dernière Rénovation, par exemple. Est-ce que cette visibilité vous fait avoir non pas des retours, mais des manières de communiquer, alors soit en amont, soit en aval des actions? Je ne sais pas, est-ce qu'on communique en amont des actions? Ça, c'est une question. Mais en tout cas, peut-être en aval, avec les institutions, les éléments qui ont été, dans lesquels vous avez mené une action. C'est-à-dire que l'action se fait, alors est-ce qu'il y a uniquement des exemples type la Bourse de commerce qui attaquent en justice? Est-ce qu'il y a eu quelques exemples d'institutions qui finalement sont venues vous voir pour parler? Alors je dis vous au sens très large, c'est-à-dire vous à Dernière Rénovation, mais vous, d'autres groupes militants. Est-ce que tu as eu vent de réponses comme celle-ci? Parce que les réponses que donnait Anaïs, c'est le musée qui prend la décision. Est-ce qu'il y a des questionnements? Est-ce qu'il y a des dialogues qui s'installent? Ou pas encore? Ou pas du tout? C'est vrai qu'en France, on a fait assez peu d'actions dans les musées directement. Pour ce qui est à l'étranger, je ne sais pas s'il y a un dialogue qui a été ouvert avec les institutions en question. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que je peux parler pour mon expérience au César, par exemple, qui n'est pas dans le domaine de la culture. L'institution n'a pas essayé de rentrer en contact particulièrement avec eux. Ils ont écrit après une lettre pour essayer de se défendre du fait d'avoir coupé l'antenne au moment où je suis montée sur scène. En revanche, il y a une des comédiennes que j'ai interrompue qui, elle, était gênée par la posture qu'elle a pu avoir au moment où je suis montée sur scène et qu'elle a eu un rire gêné. Elle est venue vers moi pour essayer de créer un dialogue par rapport à ça. Donc, ce n'est pas par rapport aux institutions, mais individuellement, les personnes peuvent... il y a eu une forme de remise en question, en tout cas, par rapport aux personnes qui ont été gênées dans ce genre d'action. Ils ne savaient pas quelle était l'intention de ma présence, ils avaient peur que je sois dangereuse, que je fasse quelque chose de... Voilà. Enfin, c'est comme ça qu'ils se sont justifiés. Voilà. Et ce qui a été très étonnant de la part des institutions, si on regardait la façon dont les institutions, donc beaucoup les musées, au début, communiquaient aussitôt après qu'il y ait eu l'action, c'était une façon de dire, elle communiquait sur le retour sur deux choses, sur l'augmentation du niveau de sécurisation des œuvres et retour à la normale. L'œuvre a été réaccrochée très vite, etc. Donc, qu'est-ce que c'est que cette réponse? C'est finalement augmenter la protection, c'est la réponse autoritaire. Et on l'a vu d'ailleurs, il a fallu l'action sur la sculpture devant la fondation Pinault pour que le ministère de la Culture reprenne le vocabulaire du ministère de l'Intérieur, ce qui est quand même assez étrange que le ministère de la Culture reprenne le vocabulaire du ministère de l'Intérieur, en parlant d'éco-terrorisme. Et c'est le mot en fait qui s'est mis à s'imposer. Donc tout ça, c'est extrêmement intéressant. Enfin, vous avez un mot qui est lancé par le ministre de l'Intérieur, qu'on a, qui est repris par la ministre de la Culture, et ce changement de vocable, il est le produit par une intervention sur une sculpture qui est à l'extérieur d'une fondation privée. Enfin, je pense que tout ça a énormément de sens. Donc, réponse autoritaire. Et deuxième réponse, c'est exactement ce qu'en psychanalyse, on appelle le déni, c'est-à-dire une façon de faire comme si rien ne s'était passé. Et donc, ça veut dire que les réponses des institutions ne font, là encore, que valider, que donner raison aux activistes, puisqu'ils montent d'un cran dans le déni, alors que précisément ce qui est le pointé du doigt, c'est le déni, c'est-à-dire faire comme si on pouvait continuer, business as usual, tout va bien. Et puis l'autorité, la riposte, quoi, voilà. Merci beaucoup. Et précisément, l'idée de ce rendez-vous d'aujourd'hui, c'était de ne pas faire comme si rien ne s'était passé. L'idée n'est pas
potentiellement à la base, n'est pas de convaincre. L'idée est d'exposer ce qui s'est passé, d'essayer d'en déceler les causes profondes, historiques, comme on l'a fait, les causes personnelles, parce que les raisons personnelles plutôt, qui sont importantes dans ces actions, et les causes institutionnelles et les réactions et les réponses institutionnelles. Dans les réactions et les réponses personnelles, c'est donc peut-être maintenant le moment d'avoir vos réponses, puisque l'intérêt aussi de ce moment était de dialoguer, mais aussi de dialoguer avec vous, qui êtes nombreuses et nombreux. Et donc, je vais me lever avec un micro et je vais tendre le micro aux personnes qui le souhaitent. Madame. Oui, donc merci beaucoup aux intervenants, merci à Mina, parce qu'on n'a pas vos noms en fait sur le programme. En fait, je crois que tous les noms des intervenants ont été changés. Peut-être que vous nous les redirez à la fin, qu'on puisse les noter, merci. Donc pour ma part, effectivement, j'ai été soulagée de votre intervention à la remise des Césars, parce que je connais beaucoup de professionnels dans le domaine du cinéma qui n'arrivent pas à faire avancer les choses, qui ne sont pas prises au sérieux, alors que ce sont des personnes qui ont des compétences techniques éprouvées. J'ai apprécié aussi que vous ne dissociez pas votre métier de vos convictions de citoyenne. Je suis moi-même activiste et j'ai aussi un métier à côté sur toutes ces questions d'ordre d'utilité publique. J'ai été aussi activiste, comme vous, montée sur les podiums sur les questions MeToo, avant MeToo en fait. Et donc aujourd'hui, on a parlé un petit peu aussi de ces interactions entre les questions environnementales et les questions MeToo. Et je voudrais un petit peu approfondir sur ça. En fait, tout à l'heure, monsieur, vous nous avez expliqué que vous accueillez la radicalité, tout en ne pouvant pas avoir de position vous-même radicale, ce que je comprends tout à fait. Après, il existe une association, un collectif qui s'appelle MeToo Art, qui explique en fait que dans de nombreuses écoles d'art, ils n'ont pas le droit à la parole. Et il y a beaucoup de témoignages de femmes qui sont étouffées parce qu'elles sont agressées sexuellement. Il y a des recoupements où elles sont harcelées. Et donc, je voulais savoir un petit peu où ça en était très concrètement. Je sais que vous avez pris des engagements par rapport à la transformation écologique, mais là, il y a encore ces derniers jours une petite fille qui s'est suicidée suite à un harcèlement dans le cadre scolaire. Et je voudrais aussi en profiter pour qu'on parle des étudiants et de ce qu'ils vivent. Et aussi par rapport à la posture des citoyennes, en tant que citoyenne, et par rapport à l'histoire du cadre du Festival de l'Histoire de l'Art. C'est un festival qui a été créé justement pour mettre l'histoire de l'art au contact du réel. Et donc du grand public. Et je suis très contente qu'on puisse s'exprimer aujourd'hui parce qu'il y a un certain nombre de conférences d'autres années auxquelles on n'avait jamais de temps de parole. Donc du coup, il n'y avait pas d'interactivité comme aujourd'hui. Et en fait, par rapport je voulais savoir s'il y a une charte de prévu pour le festival. Je voudrais connaître votre démarche sur les questions environnementales et sur les questions de la condition des femmes. Il y a des conférences, moi, qui m'ont posé problème sur la question de consentement, et c'est pas une posture radicale. Quand on a une responsabilité, et il peut y avoir on peut homogénéiser très facilement certaines questions. Il n'y a pas toujours toutes les questions de on a des preuves ou pas. En fait, c'est extrêmement simple ce qu'il y a à faire. Et donc, est-ce que le Festival d'Histoire de l'Art prévoit de laisser aussi de la place aux citoyens? Parce que moi, je ne peux pas passer ma vie à vous harceler, le ministère de la Culture, les autres organismes. Ce que je voudrais, c'est juste qu'on nous concerte dans les réunions de préparation sur certaines questions qui n'ont pas été prises en compte, parce qu'on est aussi des citoyens experts et on ne peut pas juste dire on fait quelque chose au contact du grand public, mais sans jamais le lier. Et aussi, concernant les impacts de toutes vos actions aujourd'hui, j'espère que tout le monde est content aussi de connaître The Shift Project, qui fait un énorme travail. Et dans les médias, il n'y a pas assez d'expertise pour accueillir tout ce que vous faites, qui est énorme. Mais j'ai le sentiment que bien que les interventions que vous faites en fait dans les
sur les scènes pour déranger un petit peu, poser des questions. Les médias ne les reçoivent pas suffisamment. Par exemple, à l'automne dernier, on aurait pu faire un vrai mouvement en lien avec les médias et de vraies questions sur les votes budgétaires. À ce moment-là, c'était les votes budgétaires au niveau de l'Assemblée nationale. Et à ce moment-là, en tant que contribuable, on était en train de contribuer aux énergies fossiles. Et il n'y a eu aucun parallèle de fait entre les actions dans les différents musées et comment on finance l'art, justement. On est en train de le faire aujourd'hui, mais en tant que citoyen, on ne s'est pas approprié et les médias ne nous ont pas laissé la possibilité de réagir en miroir par rapport à ce que vous faites. Voilà. Bon, vous avez posé beaucoup de questions. Vous m'avez en tout cas posé directement la question de la politique de l'école par rapport au mouvement MeToo et à toutes ces questions-là de rapport de domination masculine sur les femmes, qui sont en effet un sujet extrêmement important dans les écoles d'art. D'autant plus que les écoles d'art sont traditionnellement des établissements qui accueillent une majorité de population, enfin une population majoritairement féminine parmi les étudiantes et les étudiants, et lesquels sont formés par une population majoritairement masculine au sein des équipes d'enseignement. Qu'est-ce qu'on fait, nous, à l'école des arts décoratifs? D'abord, alors, il y a eu un projet qu'on a accompagné, qui a été porté par un collectif d'enseignantes et d'étudiantes, qui s'est appelé Chères Toutes, Chères Toutes au pluriel, vous pouvez le noter, c'est un site web aujourd'hui. Chères Toutes, c'est une plateforme qu'on a développée et qui s'est attachée à recueillir la parole de femmes à l'école des arts décoratifs dans toutes les catégories de l'école, c'est-à-dire parmi les étudiantes, parmi les enseignantes, parmi les personnels administratifs et techniques, aussi bien actuels que ancien, il y a quelques années. Donc là, vous avez un très bon état des lieux, très précis, avec cette idée, moi, à laquelle je suis extrêmement attaché, que sur tous ces sujets-là, il faut être concret, il faut être précis, il faut être situé, parce que on est toujours menacé, et moi le premier, de formuler comme ça des belles intentions, des belles idées, et puis comment ça se traduit réellement, comment c'est situé, comment c'est incarné. Ça, c'est un grand sujet. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est lancé, alors je dis on, mais ça a été porté réellement, notamment par une enseignante qui est une historienne de l'art, du reste, qui s'appelle Lucille Encrevé. Et donc c'est Lucille avec un groupe d'étudiantes qui a porté ce projet. Par ailleurs, dans l'école, évidemment, on s'est doté d'une charte, enfin de tout ce genre d'outils. On instruit, et moi j'ai instruit au plan disciplinaire, toutes les affaires qui devaient donner lieu à une instruction disciplinaire. Alors ensuite, problème, ça ne veut pas dire que tout le monde est content, parce que par exemple, vous instruisez un dossier au plan disciplinaire, commission de discipline, etc. Là, vous avez des rapports de force avec des syndicats, etc. Résultat des courses, par exemple, il y a eu un cas où la sanction qui a été infligée à un technicien de l'école, cette sanction a été jugée insuffisante par les communautés étudiantes. Donc là aussi, on est toujours, non pas dans le compromis, mais on est toujours dans des réponses qui sont des réponses qui sont des réponses qui ne font pas l'unanimité. Et moi, je considère que mon rôle, il est de prendre acte de toute façon qu'une direction d'établissement ne peut pas faire l'unanimité et qu'il faut se conduire de la moins mauvaise façon possible et d'être fidèle à un certain nombre de principes ou de vertus qui sont la loyauté, l'engagement, l'honnêteté, le sérieux, enfin voilà, des choses assez banales. Donc il y a eu ça. Et puis troisième réponse, pour ne pas monopoliser la parole, c'est qu'on s'attache, là on va mettre un plan de transformation, enfin un plan de formation de tous les personnels de l'école à la transformation écologique, et celui-ci, on va le corréler étroitement
aux questions de transformation sociale plus large, donc à la question du genre et à la question féministe, et à tous les aspects qu'on peut qualifier de post ou de décoloniaux, qui se posent avec d'autant plus d'acuité que je me suis attaché depuis 5 ans maintenant que je dirige l'école à ouvrir celle-ci beaucoup plus largement. L'école des arts décoratifs, c'est une école, moi quand je suis arrivé, il y avait 5% de boursiers. Aujourd'hui, on est à 28% de boursiers. Donc changement très rapide, en 5 ans, c'est quand même changement rapide de la population étudiante. Un certain nombre de personnes qui n'accédaient pas à l'école accèdent aujourd'hui à l'école, et si bien que l'école est aujourd'hui sommée de se transformer davantage. Et par exemple, ce à quoi on a assisté là, avec la mobilisation étudiante qui a gagné toutes les écoles, c'est un engagement très très fort des étudiantes et des étudiants de l'école des arts décoratifs dans cette mobilisation, et avec une espèce de convergence des luttes, c'est-à-dire que les mêmes étudiantes et étudiants qui étaient dans la rue à Paris pour manifester contre la réforme des retraites, sont allés à Sainte-Soline ensuite sur le sujet des méga-bassines. Et on assiste de ce point de vue-là à quelque chose qui est assez historique, me semble-t-il. Peut-être on peut prendre une question de plus et voir si elle se connecte avec les autres questions qui étaient posées. Moi, je vais juste répondre sur la question du festival, oui, parce que je n'ai pas spécialement envie qu'on dise qu'on ne répond pas. Alors, contrairement à l'École nationale, nous n'avons pas, pour l'instant, nous y travaillons, de charte écologique. Nous avons, on va pas mentir ici, la question n'est pas non plus, comme le disait M. Thibloux, d'avancer et d'avancer simplement des grands souhaits. On fait, j'allais dire, effectivement, comme on peut, on fait un peu comme on peut. Il y a des éléments sur les questions de ravitaillement en eau qui ne sont pas exactement les mêmes que les années précédentes. Il y a la question en termes d'impression des programmes qui ne sont pas les mêmes, de travail avec les éditeurs, avec les imprimeurs qui ne sont pas les mêmes, des types de papier, des types de couleurs également qui sont choisis pour le programme. En termes de philosophie du programme aussi, un programme qui est plus un livre qu'un programme, c'est-à-dire vraiment une idée de ne pas, enfin j'espère, de ne pas voilà, d'en retrouver un peu partout dans le festival, et que vous ayez une envie de le garder, étant donné les présentations du début, les textes non pas éditoriaux, mais les textes scientifiques qui ont été produits, les entretiens qui ont été mis dedans. Donc ça, c'est plus une idée philosophique sur ce qu'on essaye de faire avec ce programme-là, sur la manière dont on le fait, sur la question des... on a eu la chance, on l'a fait un peu exprès, on a eu la chance cette année que le pays invité soit la Belgique. Pas d'avion cette année, contrairement à l'année dernière, donc pas de voyage en avion, uniquement des voyages en train. La question, évidemment, se posera l'année prochaine, je ne sais pas si vous l'avez, le pays invité étant le Mexique, évidemment, la question se posera, la question se pose et pour l'instant se résoudra sur un nombre d'invitations nécessairement limité, groupé, pour des chercheurs venant du Mexique, car l'intérêt du festival aussi, chercher l'un et l'autre et d'inviter, je veux dire, les chercheurs belges, chercheurs et chercheuses belges que vous interrogez dans les allées du festival, je pense, sont ravis de se retrouver, sont ravis de la lumière que donne le festival sur un certain nombre d'éléments, enfin de recherches. Donc, il est indispensable d'inviter des chercheurs. On ne va surtout pas faire un festival sur le Mexique en ayant des chercheurs européens non mexicains qui vont parler du Mexique. Donc on va inviter des chercheurs mexicains en plus petit nombre, ça c'est évident. On va essayer de repérer des chercheurs mexicaines qui sont en Europe, de manière à les faire venir aussi de moins loin, qui peuvent être en postdoc, qui peuvent être en doctorat, en postdoctorat ou en post ici. Donc c'est quelques petits éléments, quelques petits cailloux comme ça qui, sur la question écologique, typiquement, normalement, dans cet endroit, cette conférence aurait dû être enregistrée. Toutes les conférences auraient dû être enregistrées en vidéo, chose que nous avons décidé d'arrêter parce que les vidéos
sont sur notre site, elles prennent de la mémoire, elles prennent de l'énergie. Donc ce n'est pas, voilà, c'est quelque chose qui n'était plus convaincant, qui n'était plus valable. Non pas arrêt total des vidéos, il y a quelques vidéos, quelques conférences qui ont été enregistrées, mais de manière très ponctuelle, qui le sont à l'extérieur, et on n'a pas une caméra qui, comme les années précédentes, pouvait tourner sur toute la journée et enregistrer un flux qui prenait énormément de place. Donc cette question-là s'est posée. J'ai oublié, donc voilà. Et sur la question, alors après, sur le fait de faire participer citoyens hors d'histoire de l'art, c'est une question qui se pose effectivement. En tout cas, on a nos adresses mail à tous et à tous sont tout à fait ouvertes et libres, et on accueille les retours sur n'importe quel élément du festival. Voilà, on est tout à fait prêt. Il n'y a pas forcément de personnes dédiées, mais vous avez la liste des personnes travaillant pour le festival à la fin, et la totalité des personnes, c'est leur prénom, leur nom, @inha.fr. Donc de toute façon, c'est vraiment facile de nous contacter. Et soyez certaines que vous aurez... je pense que de la part de notre équipe, très peu de personnes sont restées sans réponse, quels que soient les problèmes soulevés. On pourra en reparler l'année prochaine, enfin non pas l'année prochaine, mais on pourra parler ensemble et vous pourrez le montrer et le dire l'année prochaine si jamais nous ne l'avons pas fait. Quant au point que vous souleviez, je préfère pas forcément en parler là, je préfère en parler avec vous. Je ne sais pas du tout de quelle conférence vous parliez, mais je préfère qu'on en parle, qu'on en discute ensemble. Il y avait une question de monsieur, si jamais ça rejoignait. Bonjour. Donc merci à tous déjà pour ces interventions. Vous avez parlé tout à l'heure, monsieur Thiblou, d'une formation pour les enseignants de l'école sur les questions donc diverses de l'écologie, du féminisme, de la question raciale. Est-ce que ces formations, ça va passer aussi par une formation artistique, puisque vous êtes en école d'art, c'est-à-dire montrer d'autres œuvres qui vont amener un autre regard pour que ces œuvres puissent être ensuite transmises aux étudiants, parce que je viens moi-même d'une formation histoire de l'art, et évidemment on est très européocentré, et ça crée en fait notre regard, ça nous crée un corpus d'œuvres qu'on transmet par la suite à nos élèves, et qui empêche parfois d'aller aussi loin qu'on le voudrait sur ces questions-là. Ça devient de plus en plus facile de trouver des références qui sont plus diverses, mais ça demande toujours un peu plus de travail de chercher des références qui vont être un peu autres que d'aller directement vers des grands noms de l'art classique, et qui ne vont pas toujours être irréprochables sur ces questions-là. Je réponds très très vite parce que j'ai beaucoup parlé en 2 points. Le premier point, c'est juste vous dire que oui, on a ouvert un poste l'année dernière, on a recruté une enseignante sur un poste qui est études post-décoloniales, avec notamment ce rôle-là. Et 2, là encore, on est transformé par les étudiants. Le secteur dans lequel il y a la plus grande diversité et le plus grand nombre d'étudiants racisés dans l'école, c'est le secteur design vêtements, ce qui est assez normal parce que c'est le secteur où se posent de la façon la plus aiguë toutes les questions d'appropriation culturelle, d'appropriation des formes, des motifs, etc. Et donc on y travaille. Mais là encore, on peut considérer qu'on ne va pas assez vite. Enfin, l'échelle de temps de ces transformations, elle est tout de même assez lente. Mais moi, ce que je peux assurer, c'est que voilà, on fait le maximum de ce qu'on peut faire, en veillant toutefois à ne pas stigmatiser, marginaliser les vieux mâles blancs occidentaux. À la question de madame. Étant donné sur la presse oui, sur le fait que la question n'était pas forcément liée à madame. Oui. Pour répondre sur la question de la visibilité dans la presse, effectivement, il y a un grand enjeu. Alors, la presse commence un peu à se saisir des enjeux climatiques, etc., avec la charte qui était passée, je crois, en septembre l'année dernière. Mais il y a un gros souci de formation des journalistes sur ces questions-là. Le Shift y travaille, d'ailleurs, notamment, puisque c'est un constat qu'on fait, nous, quand on est confronté à des journalistes qui ne savent pas poser les questions, ou qui ne savent pas poser les bonnes questions, c'est compliqué. Ou qui nous posent, ou qui viennent un peu, enfin, qui du coup viennent se former, nous font des mails pour venir se former individuellement, ce qui est plutôt bon signe, mais
Et c'est vrai que sur la visibilité, je pense qu'il y a quand même une certaine visibilité. Après, c'est vrai que si je réfléchis un peu au rapport de décarboner la culture, le premier article qu'on a eu à l'époque, c'était un article obscur extrêmement bien écrit, mais sur yahoonews.fr. Et là, je parle d'expérience personnelle, il a fallu 2 ans et demi pour que Madame Figaro m'appelle pour faire un article. Donc là, je me suis dit, c'est bon signe, le sujet progresse un petit peu partout dans la société et dans la presse. Mais ça rejoint en fait une question de formation au sens large, et c'est un des enjeux, du coup, formation des professionnels déjà en place au sein de l'école, en plus de la formation initiale des étudiants et des étudiantes, qui se posent beaucoup dans le monde de l'art aussi. Hein. Et en fait, le shift, donc le shift n'est pas sur cet aspect justement esthétique, etc., du pouvoir de l'art et des œuvres, parce qu'on a voulu répondre à l'autre aspect qui est comment répondre de manière justement pragmatique et concrète au sens matériel, matérialiste de la production, la diffusion de l'art et de la culture. Et la question de la formation, donc aujourd'hui on continue, puisque notre travail c'est de faire du plaidoyer, on continue à porter ce rapport et on travaille, on est assez sollicité par le ministère de la Culture. J'ai des collègues qui ont travaillé à un plan d'action qui est en train qui est dans les tuyaux au ministère de la Culture sur les questions de transition écologique. Il y a eu une annonce d'un deuxième plan vers un plan de financement de 25 millions d'euros de la part du ministère de la Culture pour que des organisations, structures puissent candidater avec des propositions de projets sur les questions de transition écologique qui vont du bilan carbone à des scénarios de résilience, etc. Donc premier financement, on va dire, massif et conséquent, alors qu'au moment où on a écrit le rapport, le budget dédié à en plus ce qu'on appelle RSO, donc qui contient beaucoup d'autres sujets que les questions de transition énergétique, a été de 0,2%, je crois, du budget total du ministère. Donc il y a des évolutions, il y a des gros enjeux de formation, et moi je réfléchis dans le monde de l'art, parce que c'est vrai que donc on travaille sur le rapport du Shift, on a travaillé sur le cinéma, le livre, le spectacle vivant et les arts visuels. Et donc j'ai beaucoup de collègues et d'autres collègues en dehors du Shift qui maintenant sont vraiment dans l'accompagnement des organisations sur cette transformation-là. Il y a énormément de demandes, très peu de personnes, pas assez de personnes qui font ce travail-là d'accompagnement. Et c'est vrai que à l'échelle globale de la culture, le secteur des arts visuels est souvent à la traîne, mais c'est inhérent en fait à la non-structuration du secteur, et qui vaut aussi sur tous les autres sujets sociétaux. Et je pense aux questions d'égalité femmes-hommes et autres. Le secteur de l'art contemporain, le monde de l'art en général, met toujours plus de temps à réagir et à s'organiser. Là où dans des secteurs où il y a des syndicats qui sont puissants, où il y a en fait une organisation liée à l'industrialisation aussi de ces pratiques culturelles, les réactions, la mise en mouvement est quand même plus rapide que dans notre secteur des arts visuels. Et c'est vrai que la question de la formation, elle se pose aussi beaucoup, et parce que, moi je le vois à travers les réactions ou les non-réactions qu'il peut y avoir à ce type d'action, par exemple, où je pense, parce qu'on a parlé rapidement de l'exposition avant l'orage, ou après l'orage, je ne sais jamais, de la Fondation Pinault, qui est, pour moi est problématique en soi, dans une fondation en fait tenue par quelqu'un qui, faisant partie des 1% les plus riches, fait partie du problème. Et finalement, j'ai fait une petite veille sur les critiques qui étaient sorties dans la presse. Elles ont toutes été unanimement assez élogieuses vis-à-vis de l'exposition. Aucune n'est allée interroger au regard vraiment de données scientifiques et de l'écosystème dans lequel se trouvait cette exposition, n'est venue interroger en fait ce que pouvaient soulever de contradictions ces expositions-là. Donc j'avais un peu l'impression que les critiques avaient perdu leur partie critique, mais voilà, dans le milieu du cinéma, le Shift a lancé un travail de formation, d'information. En tout cas, il réunit des scénaristes de séries télé, de plein de choses, simplement pour donner des informations, on va dire, scientifiques de si vous voulez faire un scénario, si vous faites de l'anticipation, de la fiction, etc., dans le futur, et que vous voulez vous baser sur à quoi ressemblera un monde en 2020, 30, 50, bref. Voilà un peu les hypothèses, ce vers quoi on tend, les différents scénarios de l'ADEME,
du Shift, de Negawatt, d'autres structures, pour que, en fait, que ce travail sur l'imaginaire que font les séries, que font les films, soit quand même nourri de choses, d'une pensée complexe et basée aussi sur ce qu'on sait déjà, ce que les scientifiques nous annoncent déjà. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai répondu. Mais... Avant ma question, une petite remarque sur ce que vous disiez sur le voyage en avion et le Mexique l'année prochaine. Bien évidemment, je pense qu'il faut réduire les voyages inutiles, mais néanmoins, pas les échanges en personne. Et peut-être qu'il y a d'autres secteurs où il peut y avoir plus d'économies de vol d'avion et que ce serait dommage d'avoir les gens par Zoom. Donc, il y a aussi... Oui, je veux dire, mais ce n'est pas non plus le moment, je pense, d'empêcher des rencontres transnationaux en personne, alors que les frontières s'érigent. Et il y a aussi des priorités, je pense, à avoir. Mais ma question, c'était que vous avez mentionné au sujet des actions militantes au sein des institutions culturelles, les causes du féminisme, du genre, anti-énergie fossile, décarbonisation et la question coloniale. Je trouve qu'il y en a une... importante auquel participe aussi le monde culturel et qui est finalement, on sait des choses là-dessus, mais on n'agit pas beaucoup, c'est le numérique. Et il se fait que dans mon sac, là, j'ai ce livre de l'enfer numérique de Guillaume Pitron. Est-ce qu'au lieu de s'en prendre aux œuvres, est-ce qu'il ne faudrait pas s'en prendre à la multiplication des tablettes dans les musées, le fait qu'on substitue parfois l'invitation à venir voir une œuvre en regardant la reproduction de la reproduction du réel sur une image numérique. Moi, j'ai une petite vision de cauchemar de 2 enfants que j'ai vus dans une exposition qui tournaient le dos à l'œuvre exposée pour la voir sur la tablette qui leur avait été donnée à la réponse, à l'entrée. Et que les musées participent à cette révolution numérique en s'accordant avec les évolutions contemporaines, et on n'est pas obligé toujours de s'accorder aux évolutions contemporaines. Pour moi, c'est participer à des structures de pouvoir épouvantables et assez invisibles, dont on ne parle pas assez dans la rue aussi, dans les révoltes actuelles, presque, je dirais presque le débat sur les retraites occulte aussi d'autres évolutions très 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 rapides et extrêmement monopolisantes et d'autres formes de domination en fait que celles coloniales ou masculines, qui sont aussi graves au moins, qui s'insinuent partout. Voilà, donc quoi faire dans ce type de militantisme où je suis d'accord que le corps doit être au centre, un retour au corps, aux dimensions réelles de l'espace, à la présence, à la parole. Et là, je pense que les musées contribuent, quittent les musées, d'autres institutions culturelles. Elles peuvent aussi rester un lieu de l'autre chose, une sorte d'utopie contrainte dans ce sens-là. Et je n'ai pas encore vu d'action contre l'outil numérique qui parfois pénètre ces sphères-là, ces lieux-là. Bon, moi, je peux dire juste deux mots. Non, et puis se multiplient tous les formats, les expériences immersives, aussi de recomposition des œuvres, de recomposition digitale des œuvres qui sont elles-mêmes qui sont absentes. Donc c'est une espèce d'extension d'empire de la reproduction. Là aussi, il faut être un peu historien, c'est-à-dire ça s'inscrit dans l'histoire de la photographie de ce point de vue-là, dans l'histoire de la technique, dans la façon dont la technique intervient dans l'art, dans l'histoire de la médiation, c'est-à-dire qu'on a développé aussi de plus en plus de médiation. Et donc oui, avec cet effet d'éloignement des œuvres. Mais là, on est sur des sujets, tous les sujets qu'on aborde sont quand même des sujets qui sont des niveaux de complexité extrêmement élevés, auxquels ici, et moi le premier, on a tendance à répondre de façon parfois un peu simpliste quand même. Il faut faire toujours quand même très, très attention à ça. Mais un élément de réponse serait que plus se multiplie quand même, ou plus s'étend, si vous voulez, l'empire du numérique, plus se multiplient les méga-musées, les grandes échelles, etc.,
plus on sait la valeur et on comprend la valeur de la petite échelle, du rapport direct à l'œuvre, etc. Et plus on aime aller dans des musées qui vont être des petits musées, qui ne vont pas être ces méga musées, qui ne sont pas des musées vedettes, etc. Et qui vous permettent d'accéder. Enfin, par exemple, la France est pleine de... Vous allez dans n'importe quelle ville française, vous trouvez un musée des Beaux-Arts ou un musée d'art et tradition populaire, vous trouvez un musée qui vous permet d'accéder au patrimoine, aux œuvres d'un territoire, à l'histoire des savoir-faire. Enfin, récemment, j'étais à Bayeux, par exemple, pour voir ce qu'on appelle la tapisserie, qui est en vérité une broderie. Et donc, c'est... Bon, déjà, expérience extraordinaire. Vous avez... Alors si, à l'entrée, vous prenez un casque, etc. Oui, mais alors, vous prenez un casque, et là, vous avez un récit descriptif avec ce qu'il faut d'information et de contextualisation historique. Rien ne vient brouiller la vue de l'œuvre. C'est complètement magnifique. Et ensuite, vous pouvez aller dans le musée d'à côté, où vous avez toute une histoire de la broderie, de la dentelle, etc. C'est complètement fantastique. C'est un peu old school, quoi. C'est-à-dire qu'on est loin de tous ces musées hyper numériques, etc. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que c'est plaisant? Et Bayeux, c'est à quelques heures de train. Et vous avez comme ça plein de villes. Enfin, tous les musées des Beaux-Arts, tous les musées des arts et traditions populaires, tout ça sont riches d'expériences esthétiques que, à mon avis, on va le redécouvrir parce qu'on n'en peut plus de devoir réserver sa place une semaine avant pour aller faire la queue pendant une demi-heure et pour voir une œuvre comme ça, là, pour essayer d'apercevoir un bout du tableau. Et voilà, donc je pense qu'il faut aussi apercevoir des portes de sortie, des perspectives heureuses qui s'ouvrent dans l'enfer de la dévastation contemporaine. Moi j'ai une question qui ne s'adresse pas aux participants, c'est des militants, ils ont le droit d'être des militants. Je m'adresse au Festival d'Histoire de l'Art, vous le représentez. Qu'on fasse une conférence, un débat autour de cela, pourquoi pas. Je vois donc 3 militants, je vois personne qui vient s'opposer, qui vient discuter. Ils militent donc contre quelque chose, on pourrait à un moment donné, on peut mettre en question ce qu'ils disent, et vous faites finalement un entre-soi. Moi je trouve ça assez lamentable, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Non, A priori, on n'est pas en... Non, je me permets. La table ronde a été montée petit à petit. Elle n'avait pas ce line-up là au départ. On a travaillé et un certain nombre de personnes ne pouvaient pas, ne voulaient pas. Donc on en est. C'est des tables rondes qui ne sont très rarement un choix délibéré avec des personnes que l'on contacte en disant ce sera vous et uniquement vous, des travail au long cours. Hein, le festival, on le travaille depuis avant le festival sur l'animal, donc depuis à peu près mai 2022. Donc je comprends tout à fait et je respecte tout à fait votre opinion. Voilà, l'idée était non pas autre, mais l'idée était plus diverse au départ. Il y a eu des désistements et des choses qui n'ont pas pu se faire, ce qui nous a peiné parce qu'on aurait le débat qu'on pensait emmener vers la salle. Alors après, il s'avère que la salle a ces opinions-là, mais le débat qu'on pensait faire globalement sur la table, on l'a finalement pensé avec les désistements et les impossibilités, avec la salle. C'est pour ça que j'ai bien arrêté la plupart du temps les séances de questions commencent un petit peu plus tard. Parfois, elles ne commencent pas du tout. Donc, j'ai souhaité vraiment arrêter la séance plus tôt
Après, voilà. Oui, moi je regrette que parce que dans l'espace public, elle a existé la contradiction. C'est-à-dire qu'il y a eu Éric de Chassey a publié un texte qui était le critique sur ces formes d'action dans les musées, avec un argumentaire détaillé, etc. Et je pense qu'on aurait pu. Voilà, moi Non, mais je regrette simplement que vous preniez le. Non, mais je l'espérais et je le comprends. Malheureusement, effectivement, ça fait bien 35 minutes qu'on discute et c'était très bien. Et je vous remercie d'avoir été présente et présent à cette séance et je vous souhaite une bonne suite d'après-midi au festival.